alors, ce qui est important par rapport à Futuring Cities, c'est que ce projet, en fait, vous allez voir, c'est un dispositif qui est utilisé en amont des projets et qui a une vocation, des projets d'urbanisme, qui a une vocation très, très opérationnelle. Il est né, en fait, d'une recherche collaborative, FEDER, et qui avait lieu avec l'Institut Mines Télécom. Donc ce projet a été co-conçu avec le département sociologie des usages, avec Christian Likop, qui nous a aidés à un moment où il était à sa phase de prototype. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que de cette recherche, ont continué les relations avec le monde de la recherche, puisqu'il y a 2 doctorants aujourd'hui qui continuent de suivre le projet. Ils expliqueront un tout petit peu en quelques mots comment ils suivent ce projet. Et puis aussi, ce qui est très, très important pour moi, c'est de travailler avec Titus et Zacharia et Jérôme Denis, qui sont justement donc, au sein de l'Institut Mines Télécom avec une partie plutôt sciences informatiques et sciences sociales, qui en fait vont réagir un petit peu sur le projet tel qu'il est aujourd'hui et sur la façon de le regarder au sein de Futuring City. Futuring City qui est bien un endroit où l'idée c'est que les villes, et je dirais qu'elles continuent de faire ce qu'elles ont déjà fait avec nous, c'est-à-dire que le projet qui va vous être présenté donc, par Jean-Marie, il a déjà été largement modifié par les villes qui l'ont utilisé. Il a été modifié à la fois en termes des dispositifs, selon lesquels on avait imaginé utiliser cet outil numérique. Vous avez demandé à juste titre qu'on crée un atelier avec les habitants, ce qui n'était pas forcément prévu. Aussi, par rapport à cet outil numérique, il y a des fonctions qui ont été demandées comme l'évaluation financière du choix qui est fait par les habitants. Et bien entendu, toute cette histoire de Futuring City, c'est bien de faire des ateliers où on ne sort pas comme ça des projets ou des dispositifs sur étagère, mais où ces projets sont sans arrêt, c'est vraiment l'intérêt, en train d'évoluer et de se conformer en fait à la connaissance qui peut être une connaissance évidemment très différente entre nous qui sommes architectes, des gens qui sont dans les villes. Voilà. Vas-y, branche-le. Peut-être vous présenter en deux minutes simplement. Bonjour, Titus Zacharia, donc je suis professeur à Télécom Sud Paris, au sein de l'Institut Mines Télécom. Et puis voilà, je travaille sur des sujets de recherche liés à l'indexation, images, multimédia, mais aussi sur des problématiques de modélisation 3D et puis simulation 3D. Mais je vais me revenir un peu plus tard. Bien, bonjour, Jérôme Denis, je suis maître de conférence en sociologie à Télécom Paris Tech, ici. Je travaille sur les choses qui nous intéressent ici, à la fois les formes de cartographie participative et puis la place des nouvelles technologies dans la ville et la question des données, notamment dans la ville. Alors moi, si je suis là, c'est parce qu'effectivement, avec Télécom Bretagne, nous avons lancé une nouvelle société qui s'appelle Citizen Data, qui est une plateforme Big Data, et qu'on commence à faire des choses à la fois en France et en Chine, voilà, sans se mettre sur le métier final, mais on pense que l'idée de plateforme et certaines formes de modélisation sont peut-être sous-évaluées. En tout cas, l'importance est sous-évaluée et qu'il y avait en tout cas une place qui visiblement se confirme pour un acteur intermédiaire sur cet espace-là. C'est bon. Oui, et donc je suis Jean-Marie Bourgogne, je travaille à la ville de Montpellier. J'ai travaillé depuis 3 ans. Quand je suis arrivé, la ville m'a demandé de mettre en place la stratégie et mettre en œuvre la stratégie donc, de la ville de Montpellier sur la ville numérique. Alors à l'époque, il avait exprimé sur une ville numérique. Je travaillais à la FING avant d'être à la ville de Montpellier, donc on leur a dit non mais la ville 2.0 c'est pas exactement numérique, c'est la ville coproduite, donc le numérique peut y participer, mais c'est aussi plutôt travailler sur l'écosystème et la collaboration
de l'ensemble des acteurs du territoire pour créer la ville de demain, ou la ville de tout de suite d'ailleurs, mais pour l'améliorer. Et on a mis en place assez vite le projet Open Data. C'était la 3e ville de France qui l'a fait, et on pourra en reparler si vous voulez. On a mis en place un espace de travail collaboratif, une cantine, parce qu'on avait besoin d'un outil pour pouvoir partager des choses. On a poursuivi des travaux qu'on avait d'ailleurs, à un moment donné, lancés à Aix-en-Provence sur les city walls, donc ces espaces numériques publics, hein, des écrans publics numériques. Qu'est-ce que c'est quand ils sont vraiment publics et pas commerciaux? Et puis on s'est dit, bon, mais tout ça c'est bien, c'est des choses du numérique, c'est bien, mais au fond, comment le numérique peut vraiment servir les métiers du numérique? Et donc on a regardé dans le champ de la culture, de l'éducation, de la solidarité, plusieurs thèmes. Alors on a travaillé sur les cartoparties autour du handicap, hein, pour produire des données d'accessibilité pour les personnes de mobilité réduite. Puis on a regardé le sujet de la participation des citoyens. Au fond, on s'est inspiré de ce que faisait de OpenGov, qui disait, au fond, pour modifier l'action publique, il faut travailler sur la collaboration, il faut travailler sur la participation, il faut travailler sur la transparence. Alors, l'open data faisait partie de la transparence, les espaces collaboratifs faisaient partie de la collaboration, et on s'est posé la question donc de comment travailler sur le champ de la participation des citoyens à l'action publique. Bon. Alors, on aurait pu le faire dans le champ de l'action politique, de la solidarité, de l'éducation publique. Il y a plein de thèmes qu'on aurait pu solliciter sur le sujet de la participation, mais il se trouve que la ville de Montpellier avait des grands programmes d'aménagement urbain, et que la promesse de la fin de la mandature du maire de Montpellier, Madame Mandroux, c'était la ville dont vous rêvez, la ville de demain, dessiner avec nous la ville de demain. Donc en fait, vraiment la demande politique était autour de l'urbanisme. Donc on s'est dit, ok, alors comment le numérique peut contribuer au projet d'aménagement urbain, d'urbanisme, mais au fond, comment la culture de 2.0, la participation, le co-design et la créativité peut être invitée sur ce sujet-là. Et donc on a rencontré les équipes d'urbanisme qui nous ont dit, bon, nous le numérique, d'abord on s'en fiche, mais on a quand même un problème, c'est que quand on fait la concertation, c'est déplorable. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on retrouve toujours les vieux ringards dans la salle qui critiquent. Nous-mêmes, on a un discours qui est vraiment de langue de bois, on en donne le moins possible. De toute façon, on a 2 projets. Alors vous voulez le A ou le B, mais il n'y a pas un C, il n'y a pas un plan 3, il n'y a que 2 plans à plus ou moins discuter. Donc c'est très frustrant en tant que collectivité de faire la concertation, alors qu'elle est légale, elle est obligatoire. Et de toute façon, les citoyens ils ne trouvent pas leur compte, c'est toujours les mêmes qu'on a, on n'y trouve pas les jeunes, on n'y trouve pas les gens peu cultivés, enfin peu formés, pour faire simple, on n'y trouve pas les actifs qui gardent leurs enfants, qui sont à la maison, qui s'occupent de leurs choses. Et donc, ce n'est pas du tout satisfaisant. Bon, alors, à ce moment-là, je croise, moi, Alain Rinck, lors d'une conférence LIFT. Et d'ailleurs, c'est très important de dire que c'est à LIFT que je t'ai rencontré. Parce que les conférences auxquelles je participe assez régulièrement depuis quelques mois, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent entre eux. On retrouve toujours les mêmes de la ville de demain, la ville intelligente. Et c'est pas un endroit où il y a beaucoup d'air frais qui passe. Hein. Donc, si vraiment on doit faire un club, j'aurais préféré un hub ou un réseau, hein, comme tu proposais tout à l'heure, Francis. Il faut vraiment qu'il y ait des gens de l'international, des gens qui viennent apporter des idées. Si t'aimes pas le club, parce que ça fait fermer le club, par défi, c'est ça? Oui, mais le club c'est fermé. Mais en plus, il faut qu'il soit vraiment international. Il faut vraiment inviter des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, ça, c'est je fais une petite parenthèse. Et donc, c'est à l'occasion de LIFT que je vois Alain Rinck. Il est peu probable que dans les discussions de geeks, je rencontre un urbaniste. Et il présente le projet Ville sans limite, qui était à l'époque un prototype fait pour Futur en Scène. Et je dis, tiens, ça, c'est exactement ça que je voudrais faire en vrai à la ville de Montpellier. Donc quand on a fait venir, on a rencontré l'élu en charge de l'urbanisme, le DGS, le DG en charge de l'urbanisme, toutes les équipes, le DSI, le directeur de service technique, et on a proposé de mettre en œuvre Ville sans limite. Donc on s'est dit, on le fait que si c'est un projet qui est collaboratif, vraiment porté par la direction de l'urbanisme et éventuellement par la direction de l'innovation numérique. Mais ce n'est pas un projet qui ne se fera que par l'innovation numérique. Donc le cahier des charges a été fait autant par les urbanistes que par moi pour la partie innovation numérique. C'est-à-dire que le cahier des charges, il a intégré des choses qui n'existaient pas dans Ville sans limite et dans sa version initiale. Bon. Alors, donc ça a été fait, ça a été fait, au fond, on a fini de mettre en place le projet en décembre 2012, il y a 1 an. On a démarré opérationnellement le projet à partir du mois de janvier 2013. Et le projet a duré de 6 mois, de janvier 2013 à juillet 2013, 6 mois.
Et vous voyez que ce qu'on a fait, c'est pas beaucoup, c'est pas de la technologie, c'est que vraiment on a rencontré des gens pour leur demander comment ils verraient leur quartier. Et on leur demande pas de donner un avis sur est-ce que vous le voulez de telle façon ou telle façon, c'est comment vous le verriez vous. Voilà, page blanche, comment vous le verriez vous. Voilà. Donc on leur donnait des dessins, on leur demandait de griffonner dessus, il y avait des designers, il y avait des artistes, côté équipe d'animation, il y avait bien sûr des urbanistes, il y avait nous, il y avait les équipes d'urbanisme de la mairie qui guidaient les gens dans l'imaginaire de leur quartier. Hein. D'ailleurs, quand on leur posait la question qu'est-ce que ça veut dire sans limite dans ville, c'est pas la ville, sans limite, c'est l'imagination qui est sans limite. Donc c'est ça qu'on essayait d'invoquer. Alors ils le disaient avec leurs mots, hein, avec des dessins probables, avec des mots pas tout à fait professionnels, des techniques, mais quelque part ils ont vraiment beaucoup partagé sur comment ils verraient la ville. Alors, ça a duré 4 mois, ce travail d'imagination, de créativité. Pendant un mois, UFO a traduit ces dessins par une maquette technique qui se retrouve dans une tablette iPad. Je vous montrerai si vous le voulez. Et une fois qu'on a eu une application, on leur a fait valider l'application. Est-ce que c'est bien ça que vous imaginez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Bon, il y a eu pas mal de on les a transformés en game designers. Hein. C'est ce qu'on leur a dit quand ils sont venus. Il y avait... Enfin, je reviens juste un tout petit peu au début. Il y avait quelque chose qui était intéressant. C'est déjà le choix des points de vue. C'était assez compliqué au début pour le service de l'urbanisme de savoir sur quel type de quartier ils allaient nous mettre. Hein. Donc il y a eu un premier choix qui était un endroit très très grand où une caserne, enfin des grands terrains qui s'appelle le AI, où en fait on était peut-être à la fois avec un outil qui est d'une échelle vraiment de l'échelle du quartier, donc il a semblé que c'était pas forcément intéressant. Et puis après on nous a proposé de nous mettre dans un endroit qui venait juste d'être livré. Et là c'était un peu particulier parce que pourquoi demander aux gens de pouvoir changer un quartier qui venait d'être livré. Nous, on a trouvé ça au contraire très intéressant, puisqu'en fait, il était livré, mais je dirais qu'il était un peu froid. C'est-à-dire que les gens devaient prendre ça tel quel, et en fait, on se disait que ça pouvait être intéressant de les faire travailler justement sur l'appropriation. Mais finalement, une fois, tu m'as dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que on a choisi un quartier où ça se passe en fait... tu peux raconter ou tu me disais que le service d'urbanisme s'est vraiment intéressé à qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'expérimentation. Il disait, bon, vous allez produire des recommandations fournies par des citoyens, et cette proposition, on en fait quoi? Et donc, si on doit être honnête avec le public qu'on a rencontré, il faut que cette proposition s'insère dans le cadre d'un projet d'architecture qui est défini. Et dans le premier cas, l'EAI, au fond, on était vraiment dans un projet extrêmement en amont des projets d'urbanisme, et donc on allait demander leur avis aux gens, mais avant 5 ou 10 ans, il n'y aurait pas eu le début d'un projet. Dans le second cas, on arrivait un peu après la bagarre, tout était décidé, on allait demander aux gens de leur donner leur avis, mais au fond, tout était déjà dans le paquet, et c'était déjà fini. Donc au fond, on trichait avec eux en leur demandant leur avis, puisque on avait déjà décidé de projet. Et le troisième site qu'ils nous proposaient, c'était un site où non seulement il y avait des difficultés de relations assez fortes avec les citoyens, un peu tendu, hein, assez painful quand même comme truc. Mais surtout, c'était que c'est un quartier où on allait lancer un projet de ZAC au mois de septembre 2013, c'est-à-dire ces jours-ci. Et que donc, les recommandations que l'on ferait, si on arrivait à les tenir pour le mois de juillet ou août, pourraient rentrer dans le cahier des charges des architectes. Et donc, c'est le quartier qu'on a retenu, parce qu'il y avait vraiment une suite, il y avait vraiment quelque chose qui suivait derrière. D'ailleurs, ça a fixé un peu le calendrier, puisque c'était pas le quartier le plus facile, mais c'était celui qui devait être choisi compte tenu de l'agenda global. Donc on a dit, on y va, et puis on verra bien. Et c'est vrai que la première rencontre qu'on a eue avec les gens, c'était une rencontre qui était extrêmement délicate, parce qu'au fond, ils ne voulaient pas entendre parler de l'application iPad, de choses comme ça. Ils voulaient rencontrer des élus, ils voulaient rencontrer des directeurs d'urbanisme pour parler de leurs problèmes. Et donc on a dû affronter une première moitié de réunion qui était je vous déverse tout ce que j'ai sur le cœur. Alors on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de malentendus sur ce que c'était le ZAC, ce que c'était l'aménagement, ce que faisait la mairie par rapport à ce quartier. Donc ça a été la première occasion de discuter avec eux, de lever les ambiguïtés, les incompréhensions. Et rien que ça, cette réunion aurait été utile. Mais du coup, on leur a dit, bon, et en plus, on va essayer d'être exemplaire avec vous, on va essayer de faire ça dans un monde un peu original, où on va utiliser une technologie qui est un peu nouvelle, ça va attirer du monde, ça va être plus visible. Donc on présentait l'application Ville sans limite. Ça leur aura plu, mais ils ne se sont pas laissés trop
bluffés par ça. Ils ont dit, ouais, très bien, c'est une application, ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle du quartier. Voilà. Et donc, pendant 4 mois, on a vraiment travaillé avec eux sur le quartier. On a occupé des locaux qui étaient complètement désaffectés, qu'il a fallu nettoyer par nous-mêmes pour les rendre occupés. On s'est installé au milieu du quartier. Bon. Donc, l'application a été mise en boîte, on va dire, au mois d'avril-mai, grâce d'ailleurs aux travaux qui avaient été faits avec Rennes, puisque Rennes avait fait la première version, et donc toute la plateforme était construite avec Rennes. Donc nous, on n'avait plus qu'à rentrer dans une plateforme qui était déjà construite, en l'améliorant, parce que les services d'urbanisme de la ville de Montpellier avaient dit il y a des choses qui n'existent pas dans cette application-là et qui nous semblent indispensables. Et heureusement, ils nous l'ont dit, parce que c'était important. L'application, au fond, n'avait pas de contraintes. On faisait ce qu'on voulait. On pouvait mettre des maisons, les enlever, mettre des routes et les enlever, mettre des arbres. Je monte en même temps, peut-être. Ouais, si tu veux, ouais. Non, mais je vais. Ouais, mais si tu veux, mais. Non, c'est pas grave. C'est mon anniversaire, c'est le 15 décembre. C'est bientôt. C'est week-end. Je ne pas l'âge. Et donc, non, c'est que nous ont dit l'urbanisme, on dit nous, on ne veut absolument pas d'une application qui est SimCity où on s'amuse. Il faut que les gens rentrent dans l'exercice de contraintes. Et les contraintes d'un urbaniste qui fait des actes, c'est qu'il soit équilibré. C'est que le permis de construire, les permis à construire que l'on vend, le foncier que l'on vend, permet de financer les équipements qu'on fait. Si les habitants n'ont pas la notion de cet exercice, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Et donc, il faut que l'application leur fasse comprendre l'exercice. Il ne s'agit pas d'être aussi professionnel qu'un urbanisme, il faut qu'ils rentrent dans la logique. Et vous allez voir comment on l'a fait. Les gens sont tous appliqués à être très équilibrés. Ils calculaient constamment la hauteur de bâtiment, le nombre, la densité qu'on proposait pour équilibrer les équipements qu'ils souhaitaient. Donc ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont été bon. Et donc ça permettait du coup de discuter avec eux. On n'était pas face à face, on était côte à côte. On disait, voyez, il y a des contraintes, comment on va essayer ensemble d'y répondre. Alors, vous voyez aussi que le public qu'on a rencontré, c'est pas des geeks. On avait affaire à des jeunes de quartier qui, en général, fuyaient dès qu'ils voyaient arriver des gens avec de la mairie. Hein. Parfois, d'ailleurs, accusés, à tort ou à raison, d'être chez le monde. Mais en fait, ils ont été super sympas, super collaboratifs. On a travaillé avec des gens, des assistantes sociales, qui étaient vraiment pas, parfois même pas du tout... on a vu des gens qui étaient analphabètes. Hein. Quand il a fallu écrire leur nom, ils ne savaient pas écrire. Hein. Donc on a vu des gens qu'on ne rencontre pas habituellement. Puis après, on a trouvé des professionnels, on a trouvé des retraités. On l'a même fait dans des classes et des écoles avec des écoliers, des gens de CM1, CM2. On l'a fait avec les instituteurs, on l'a fait avec les parents des élèves. Enfin, on a vraiment touché une population qui était bien plus large que celle qu'on aurait rencontrée normalement dans une concertation que mène une mairie. Voilà. Donc, vous voyez, on a essayé de travailler sur participation et un urbanisme collaboratif. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des images et des imaginaires, des propositions, donc des idées que les habitants ont d'abord dessinées et ensuite simulées par l'application. Ça se traduit par une application iPad et web qu'on vous présentera, si tu veux, on le montrera. Ça se traduit ensuite par des données qu'on a produites, mais qu'on a aussi mis à disposition sur le site Open Data de la ville en disant si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est dit de cette présentation, c'est sous forme de fichier, vous pouvez le retrouver. Nous, on n'a pas, c'est brut, vous faites ce que vous voulez, mais au moins on le met à disposition. Donc, c'est sur Open Data Montpellier, ça sera à partir de la semaine prochaine sur Open Data de l'État, puisque Etalab crawl toutes les données de certaines collectivités, et notamment celle de Montpellier. Donc on trouvera sur Etalab, data.gouv, ces données-là. Ça a permis aussi d'impliquer les gens dans la compréhension des problèmes, donc il y a un côté pédagogique qui a été mis en œuvre. Ça a alimenté un cahier des charges qui a été remis à un groupe d'architectes en concours. Hein. Il y avait 3 architectes en concours de septembre, décembre, ça se finit ces jours-ci. Il y avait Castro, il y avait le gars de... Mangin. Il y avait Mangin, et puis un 3e architecte de Montpellier, donc c'était quand même des grands cabinets qui ont été consultés. Et en fait, on leur a remis 2 cahiers des charges. Le cahier des charges habituel d'une mairie, avec le PLU, le nombre de bâtiments à construire, et le cahier des charges, pour faire simple, des habitants. On dit voilà ce que les habitants veulent. Et les archives nous ont dit bon, mais enfin, celui-là, il n'est pas très important. Enfin. Et la mairie a dit non, celui-là, il est aussi important que le cahier des charges technique. Et c'est l'élu, et c'est le directeur de l'urbanisme qui a dit c'est les patrons. Et donc les archives ont compris qu'ils avaient intérêt, s'ils voulaient avoir de bonnes notes, à respecter ce truc-là. Même si bon, la mairie aurait mis sans doute plus de poids à sa rédaction technique que aux habitants, mais enfin, en tout cas, ils ont vraiment demandé aux architectes de respecter au maximum ce qui a été fait. Hein. Donc c'est vraiment un document d'architecte qu'on peut consulter, qui est libre, qui est sur le site de la ville, vous pouvez le retrouver. Alors, par rapport à ça, donc moi j'ai croisé un des architectes, puisque comme on est dans une procédure légale, ils n'avaient pas le droit de nous appeler, et nous on n'avait pas le droit de leur parler.
Mais on s'est retrouvé à investir derrière un colloque et tout ça. Donc je lui ai demandé alors ce qu'il pensait du cahier. Et donc il m'a dit qu'en fait c'était très intéressant puisque en fait au départ ils avaient donc un programme qui leur semblait assez limité sur la zone dont on s'occupe, là, qui nous est simplement la zone centrale d'un projet beaucoup plus grand. Et il disait en fait on sentait qu'il fallait qu'on soit assez qu'on n'avance pas beaucoup en termes de densité, enfin qu'on soit assez faible en termes de hauteur, pas trop créatif. En gros, voilà, c'était un quartier un peu difficile, donc en gros, il fallait qu'on bride un peu notre créativité. Mais ils disent, quand on a vu votre document, en fait, c'était le contraire, puisque ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on donne la capacité aux gens de choisir et de se projeter, ils ont plutôt tendance à privilégier des solutions même très créatives, même en disant... même si moi ça me plaît pas trop, mais c'est quand même bien qu'on voit notre quartier, c'est quand même bien qu'il se passe des choses, parce qu'ils peuvent le manipuler. Et donc du coup, l'architecte, là en l'occurrence c'était Mangin, pour pas le citer, m'a dit en fait c'est très très bien, parce que du coup on a pu aller plus loin que ce que nous donnait le premier cahier des charges, du coup on a plus de charges foncières, et du coup on peut faire des choses plus intéressantes ailleurs dans le quartier. Donc voilà, et ça c'est intéressant, parce que la première réaction des architectes ou des gens, c'est si vous demandez l'avis à tout le monde, vous allez être obligé après de faire une moyenne, sorte de moyenne basse. Or, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est exactement le contraire. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça permet en fait une sorte de consensus créatif, c'est-à-dire ça libère la créativité et pas mal de choses. Je peux vous montrer en quelques salles, quelques exemples comment ça fonctionne. Donc on a un quartier, donc tout se passe autour de l'aménagement du quartier qui est au milieu de ces trois points de vue. On peut voir le quartier sous forme de plusieurs points de vue, donc vue du nord, vue du sud ou vue de l'ouest. Et puis quand on a une vue, on a la photo de comment le quartier est aujourd'hui. Donc vous voyez, un quartier périphérique d'une ville pas très rigolo, quoi, pas le plus rigolo, mais on a en fait six thèmes sur lesquels on a demandé aux gens de dessiner des choses, et puis on les a traduits en hyperréalisme de dessin. Quand on a le thème densité, on peut supprimer les bâtiments qui existent. Alors, déjà, ça c'est un peu bluffé de voir comment ça serait si on supprimait la poste et les centres commerciaux, retrouver leur territoire tel qu'ils sont. Mais on peut aussi augmenter la hauteur des bâtiments. On a le droit d'aller au-delà de ce que le PLU permettait, puisqu'au fond, c'était pour voir les limites. Si tout le monde voulait du très haut, on aurait pu modifier le PLU pour mettre du très haut. Bon. Donc ça, c'est pour la partie densité. On a aussi possibilité de supprimer des aspects végétaux ou d'en rajouter. On peut modifier la mobilité, toute voiture, ce qui est à peu près le cas de nos quartiers aujourd'hui, avec des barrières, des ronds-points, des trucs compliqués, des choses dangereuses pour les écoliers qui sont à gauche. Mais on peut aussi progressivement aller vers de plus en plus de mobilité douce. Hein. On peut bien sûr combiner tout ça à volonté. Et vue du quartier, au fond, vue du quartier, c'est l'endroit où, au fond, les gens ont été les plus demandeurs. Ils disent, au fond, nous, on n'a pas de vision stratégique de l'urbanisme, mais par contre, on sait qu'on veut des magasins, on veut des endroits pour se protéger du soleil, de la pluie, on veut des endroits pour que les enfants puissent jouer, on veut pouvoir attendre les enfants assis et pas debout. On veut que quand les enfants sortent, ils ne se fassent pas écraser par les voitures qui sont juste devant. Donc, une très forte demande d'aménagement urbain. Le numérique, c'est numérique physique ou numérique virtuel. Bon, ça c'est pour un peu les insiders du numérique. Pas beaucoup d'intérêt particulier du citoyen sur le sujet, je vous le dis tout de suite. Ni même nous d'ailleurs, au fond, ce n'est pas notre truc. Et puis là, la créativité dans la ville, quoi, donc tout ce qui est l'art dans la rue. Hein. Bon. Donc vous voyez comment les gens pouvaient faire. Ils peuvent le faire sur cette vue-là, mais ils peuvent le faire sur chacune des vues. Hein. Je ne vais pas les refaire toutes. Mais voilà le quartier tel qu'il est aujourd'hui. Forcément, quand on le rend voilà, moins voiture et plus vert, on a des choses qui deviennent plus sympas. Quoi. Voilà. Alors, je vous montre l'exemple de l'équilibre, parce que ça c'est facile à faire pour tout le monde. Mais quand on demande ce que c'est le coût, on appuie sur le coût et on voit quel est l'équilibre financier de l'opération. Là, on voit qu'au fond, la densité, donc la construction de bâtis, n'a pas complètement équilibré les dépenses en termes d'aménagement public. Hein. Donc si je voulais mieux travailler, je devrais revenir à mon mix, retravailler sur la densité, augmenter les bâtiments, et là mon coût va devenir positif, donc là je suis arrivé à financer mes équipements. Hein. Vous imaginez bien que ce coût-là, c'est d'ordre de grandeur, c'est pour
dire aux gens, voilà l'exercice dans lequel on s'inscrit. C'est absolument pas tout à fait comme ça que ça passera en termes de coût, ce serait très facile de faire du devis comme ça. Et donc, les gens peuvent voir chaque fois qu'ils font ça, d'abord comment ils se positionnent par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il y a un feedback immédiat du système de consultation. Donc ils voient comment ils se positionnent sur chacun des axes par rapport aux autres personnes qui ont voté. On a eu à peu près 250 personnes qui ont voté, ce qui correspond à peu près 500 personnes consultées, parce que souvent on les consultait en deux ou en couple ou à trois, et il n'y avait un seul vote. Et ils peuvent voir ensuite les tendances qui se dégagent, c'est-à-dire quelles sont les grandes tendances de quartier, qu'est-ce que les gens aiment ou pas, est-ce qu'ils aiment plutôt dense, plutôt pas dense, plutôt vert, plutôt pas vert. Ça donne des bonnes indications pour les élus. Et pour terminer, ça donne surtout ça aussi. C'est-à-dire que là, on a la trace exhaustive, c'est un open data, donc c'est en train de se connecter sur le réseau. Ça donne la trace exhaustive de toutes les contributions de tout le monde. Ce qui permet de dire à quelqu'un qui est timide, votre avis a été pris en compte, et il vaut autant que les autres. Ça permet de dire aussi à celui qui en général râle systématiquement aux réunions de concertation, Monsieur Perrin, votre avis a été pris en compte, et votre avis vaut autant que ceux des autres. Et donc on remet un petit peu au niveau. Alors c'est pas démocratique dans le sens où 500 personnes, c'est pas 4000 habitants, on est quand même dans un dixième, mais c'est beaucoup mieux que 3 qui la ramènent tout le temps et qui arrivent à obtenir la décision. Et donc on a la liste de tout le monde. Hein. Voilà. Tout ça c'est un open data sur le site de Montpellier. Je voulais donner la parole, merci. Merci Alain. Donc, comme je le disais au début, moi je suis spécialiste en traitement d'image, donc on peut légitimement se demander qu'est-ce que je viens faire dans le paysage de l'urbanisme et de l'architecture. Je suis un peu un ovni, sauf que voilà, quand un ovni rencontre un UFO, voilà, c'est un peu le début d'une grande passion qui allie recherche, innovation, et puis on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Justement, et je pense que ça a été très bien illustré par Jean-Marie, ce métier d'urbanisme avec les applications numériques développées par l'UFO, c'est quelque chose de très visuel. Et là, on a du contenu image, on a un contenu qui est sémantique, qui a derrière une connaissance métier. Et ce qu'on souhaiterait faire, nous, comme chercheurs, c'est de pouvoir analyser ces contenus, de pouvoir faire plein de choses, de faire de la simulation 3D. Pour nous, c'est un peu la même chose, mais avec une autre terminologie, un autre langage. Pour vous, c'est de la simulation. Pour nous, c'est un peu de la réalité augmentée selon différents critères. Donc, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de pouvoir créer des outils pouvant automatiser cela, et puis de préférence en 3D pour avoir des capacités améliorées de navigation, d'interaction dans ces scènes finalement enrichies, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Un autre aspect qui me paraît fondamental, c'est bien sûr l'aspect collaboratif, qui fait impliquer une grande quantité de données qui viennent de sources qui sont très différentes, qui sont distribuées, qui doivent avoir également un lien avec l'image, avec la partie visuelle. Et donc là aussi, manipuler tous ces types de données et en extraire une information qui soit pertinente, je pense que là aussi c'est un chantier à considérer. Et puis, il y a aussi un aspect, on veut peupler finalement ces paysages urbains, les enrichir de différents éléments. Alors ce qui serait bien, ça serait également de pouvoir réutiliser des contenus qui existent déjà, pouvoir les trouver, encore une fois automatiquement, et les associer aux critères sémantiques définis par les connaissances métiers, pour pouvoir après les insérer d'une manière intelligente dans les scènes et créer quelque chose qui n'est plus consommateur de ressources humaines, de temps et puis bien sûr de moyens financiers, mais qui soit être vraiment rendu très, très faisable finalement économiquement, et puis qui soit en même temps à la portée de tout le monde. On parle de quelque chose qui est collaboratif, donc on veut un outil qui soit démocratisé, si ce n'est pas démocratique, donc que tout le monde puisse s'approprier et qui puisse avoir un usage qui soit ergonomique et aisé. Donc voilà, je pense que ce sont les principaux chantiers sur lesquels, en tout cas, on a des choses à faire et qui répondent en même temps aux 3 axes d'action que Francis avait mentionnés ce matin. Donc,
il l'a dit, ville apprenante, ville collaborative. De toute façon, apprenante et collaborative, je pense qu'aujourd'hui, apprenante inclut en quelque sorte le thème collaboratif. Et puis, double numérique, hein, c'est ce que voilà, nous, on appelle plutôt des villes virtuelles, hein, mais je pense qu'on parle de la même chose. Donc l'intérêt en travaillant comme ça, là vous avez vu qu'on est en fait dans des sortes de points de vue fixes. Hein, on est dans une réalité augmentée, mais qui est avec un point de vue fixe. Ce qu'on est en train de développer, et là où on pourra le faire donc avec Titus, c'est passer l'ensemble en 3D et travailler réellement avec les habitants, donc sur des mises en place et sur des évolutions de projets. C'est pour ça que ce matin, on en parlait. Donc de pouvoir développer des réflexions stratégiques, y compris avec les habitants. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'un certain nombre de techniques de reconnaissance de l'image, puisque là, on était simplement en train de bouger la hauteur ou la taille d'un bâtiment. Maintenant, on doit automatiser la fabrication de grands territoires qui vont pouvoir être aussi, comme ceci, interactifs. Mais il y a aussi des choses que j'ai découvertes dans les laboratoires qui sont proprement fantastiques si on arrive à les mettre au point. C'est-à-dire qu'on en parlait, donc prendre une façade, prendre une boutique, enfin une sorte d'élément qu'une ville ou qu'un comité dans une ville, qu'un comité trouverait intéressant ou non intéressant, et faire travailler la reconnaissance de forme et la reconnaissance d'image pour trouver des images sœurs ou des images relativement semblables avec une distance par rapport à l'image choisie, distance qui est évidemment réglable, et puis commencer à se poser des questions par rapport à ça. Donc soit chercher ces images dans la ville, soit évidemment les chercher dans le monde entier, puisque aujourd'hui, c'est bien de ça qu'on parle, et c'est bien à ça que nous amènent les technologies, quoi. Voilà. Peut-être juste pour conclure, c'est une minute. Alors la première chose, c'est que voilà, un projet comme ça, pour nous en tant que chercheurs, il est très intéressant puisque ça nous lance de nombreux défis scientifiques à relever. Bon, il y a des choses bien sûr qu'on sait faire, par exemple au niveau de la modélisation 3D, là je pense qu'il n'y a pas grand-chose à innover. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Alors ça, c'est une nouveauté pour toi, Alain. Mais voilà, c'est justement ce qui est extrêmement motivant pour nous. Et puis, dernière chose, on a beaucoup parlé précédemment de tout ce qui est big data, open data. Donc, s'il y a encore des collectivités locales, voilà, on lance un appel. On a besoin de ces données. On peut faire beaucoup de choses, mais pour ça, on a besoin de données très, très massivement. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste compléter, un dernier point, c'est que on voit bien ce projet-là, il a été porté par une mairie, mais il a été porté par d'autres mairies, puisqu'il y avait Rennes, et puis il y a d'autres villes qui sont intéressées par ça, Évreux. Donc le collaboratif entre villes est très important, c'est pas un projet qui est fait dans une ville, il faut que plusieurs villes s'y mettent. Ça a été fait avec une start-up, ou un cabinet d'urbanisme, donc le monde de l'entreprise, hein, puisqu'on voyait tout à l'heure les triangles, et ça a été fait aussi beaucoup avec ParisTech, puisqu'il y avait plusieurs personnes, ils sont là, je les vois, qui ont travaillé avec nous. Donc c'est vraiment un travail collaboratif entre plusieurs collectivités, des entreprises et des laboratoires de recherche. Je fais d'ailleurs remarquer que ce n'était pas que la recherche. Quand il a fallu dessiner le bâtiment, c'est l'école d'architecture de Montpellier qui l'a fait, c'est les étudiants de l'école d'architecture qui l'a fait. Il y a eu des designers qui ont travaillé, il y a des paysagistes qui ont travaillé, il y a eu les designers sont venus nous aider à animer des ateliers dans les écoles. Donc c'était un travail qui était beaucoup plus large que simplement 3 acteurs, un recherche, une entreprise et une collectivité. Plusieurs collectivités, plusieurs collectifs engagés. Hein, donc c'était d'ailleurs ce point de vue super agréable. Oui, quelques mots du point de vue de la sociologie, qui a évidemment plein de choses à raconter autour de ce genre d'expérience. Peut-être d'abord insister sur la part originale de ces expériences-là, cette expérience en l'occurrence qui fonctionne et qui va effectivement construire un lien avec un public qui jusque-là n'arrivait pas jusqu'au projet de participation qui est un grand terme et une espèce de grande utopie, mais la FING l'avait très bien relevé à la fin de Ville 2.0, c'est qu'on, même avec les meilleures intentions du monde, on finissait par avoir quand même toujours les mêmes personnes qui au bout de 2 ans ou 3 ans commençaient à se lasser. Et on voit là dans la configuration et dans le tricotage très fin du rapport avec le public, avec les ateliers avant, avec tout ce que vous venez de préciser aussi, c'est-à-dire le nombre d'acteurs qui ne sont pas simplement uniquement les habitants, qui ont participé à cette coproduction, à cette collaboration, est à mon avis extrêmement important et est un des éléments clés du succès de ce genre d'initiative.
Alors, il y a plein de directions possibles pour rattraper ça du point de vue de la sociologie. Ici, dans ce département, une des spécialités, c'est ce qu'on appelle les STS, la sociologie des sciences et des techniques, qui peut poser, qui déjà resserre un tout petit peu le spectre de tout ce que la sociologie urbaine traite en général, et qui peut, on va dire, interroger ce genre d'initiative de différentes manières. Là, une première possible, c'est un projet de thèse qu'on va déposer très prochainement, donc en partenariat avec Alain et avec le futur doctorant qui lève la main là, qui s'appelle Clément Marquet, sur d'un point de vue beaucoup plus général, quelle est la genèse des modèles de participation qui sont implémentés dans ces genres de dispositifs. Quel est le lien entre les nouvelles technologies et cette participation? Est-ce que c'est un lien qui est évident, mécanique? Est-ce qu'il est construit? Quelle est son histoire, justement? Et qu'est-ce qu'on intègre et qu'est-ce qu'on présuppose des usagers, des habitants et de la ville quand on met en place ce genre de dispositif? Et quelle est la différence entre ce genre de dispositif et d'autres dispositifs, qui sont des éléments vraiment essentiels, parce qu'il y a, on en parlait tout au long de cette journée, mais en faisant des fois des distinctions qui méritaient peut-être pas de l'être, une part éminemment politique, pour pas dire morale, dans n'importe quel algorithme et dans n'importe quelle catégorisation des données issues de la ville. Donc ce sont des éléments qui sont très importants. Et donc il peut y avoir, et c'est un projet qui ne devrait pas tarder à voir le jour, cette première vision qui va renseigner, qui va apporter une forme de réflexivité à ce domaine-là et à UFO en termes de compréhension de ce qui se joue exactement dans l'histoire même de la place des participations des publics, entre guillemets, dans la politique et dans les politiques urbaines. Je soulignerai juste, j'en donnerai une autre direction pour pas être trop long, il y a une autre direction possible. Le principe des STS, c'est d'essayer d'ouvrir des boîtes noires. C'est un peu les premiers sociologues et historiens qui ont travaillé sur ces questions-là sont allés voir des laboratoires de sciences dures, pour dire mais vous faites comment au quotidien exactement? Comment vous bricolez vos données? Sachant que je sais que vous les bricolez, mais comment vous les bricolez? Et donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup c'est les ingénieurs aussi. Et l'envie un peu que moi j'aurais à soumettre, on en a déjà parlé à Alain, c'est évidemment d'aller voir de ce côté-là, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui se passe en amont, il y a en amont et en aval en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en amont, comment est-ce que vos dessins, vos modèles, le coût par exemple, on imagine bien que ce n'est pas un devis qui est valable avec signature à la fin, mais comment il est construit, avec quels arbitrages, selon quel principe, qui est un principe évidemment pas de vérité entre guillemets, mais plutôt pour que les gens se rendent compte, pour que les gens jouent un peu avec cet élément-là, tout en comprenant bien qu'il y a une forme d'équilibre. Donc quelles sont les données qui sont mises en place là-dedans? Est-ce que c'est des outils qui sont des outils classiques en urbanisme? Est-ce que c'est des choses qui ont été aménagées? Dans quelles conditions, etc., etc. Donc ça, c'est en amont, on peut imaginer ça. Un autre point qui est peut-être une question de... Quand on dit participatif et collaboratif, on voit bien, là, il y a plusieurs types d'acteurs. J'ai l'impression que... Vous voyez, moi, il y en a un que je ne vois pas du tout, c'est les personnels des collectivités territoriales, les travailleurs, ceux qui s'occupent de la ville au jour le jour, ceux qui l'entretiennent, ceux qui la maintiennent, etc., etc., qui sont aussi des gens qui sont aussi des habitants de la ville, qui ont sans doute tout un tas de choses à raconter sur ces quartiers-là, qui les connaissent aussi et qui ont peut-être leur mot à dire. Alors, non seulement ils ont leur mot à dire parce qu'ils habitent d'une certaine manière la ville, et aussi parce que, d'une certaine manière, c'est eux qui vont avoir au quotidien à gérer les décisions qui sont prises et le nouveau modèle qui est installé. Et ça, il me semble que c'est vraiment primordial. Il y a un risque, mais je ne vois pas du tout là dans cette initiative, mais il y a un risque dans certaines injonctions à la participation des usagers, qui est d'oublier complètement que la ville est déjà peuplée de plein de gens qui y travaillent et que les collectivités sont peuplées de plein de gens qui y travaillent et qui ont aussi leur mot à dire. Et c'est pour ça que le terme de collaboration plutôt que de participation est très important, c'est qu'il y a un travail d'interfaçage et d'articulation entre ces deux mondes-là, et pas simplement celui de la décision politique et celui des citadins. Il y a aussi celui évidemment, toutes les entreprises qui sont liées à la vie quotidienne de cet urbanisme, et les travailleurs même dans les collectivités. Et puis dernier point, tu en as dit deux mots, Alain, il y a une question centrale, évidemment, même pour que les choses tiennent, pour que les preuves vraiment du côté des citoyens, une fois qu'on leur dit, voilà, 2 ans après, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les outils de suivi et quels sont les moyens que vous avez pour maintenir l'existence, là, alors déjà de la transformation des données, des résultats en cahier des charges, jusqu'à comment est-ce que dans le concours et dans les résultats de concours, dans les débats autour du concours, on continue de donner du poids à ce document-là, à côté de l'autre. Et donc là aussi, il y a un élément intéressant de comprendre
d'essayer de suivre un peu ce poids qu'on donne ou pas, comment on y arrive, comment on a du mal à... Est-ce qu'on perd la trace ou pas? Et dans ce cas-là, si on la perd, quels sont les outils qu'on peut essayer de développer pour continuer de la garder jusqu'au bout, si possible? Est-ce qu'on peut juste donner la parole aux deux doctorants, simplement qu'ils expliquent en fait comment eux, donc ils sont en train de prendre le problème. Il y a un enjeu énorme dans les nouvelles technologies, le numérique, qui est un enjeu politique et qui est comment on accompagne humainement l'établissement de ces technologies, puisqu'on voit bien que ce soit les compteurs Linky ou un logiciel d'intelligence collective qui porte sur l'urbanisme, à la fin c'est toujours l'humain qui finit par revenir et qui est la priorité dans ces projets. Et donc moi ce qui va m'intéresser dans cette thèse, mis à part l'étude de différents projets, comparer, catégoriser, l'analyse sociologique qui va avec ça, c'est aussi de réfléchir avec UFO sur comment améliorer au maximum les possibilités d'émancipation, d'individuation collective, pour reprendre un terme en philo. Donc voilà, de vivre ensemble au fond, que peuvent permettre ces objets et que peuvent favoriser ces objets. Alors, bonjour, donc moi je suis Nancy Ottaviano, je suis architecte et je suis doctorante en aménagement et urbanisme. Et donc moi je suis rentrée dans le travail de thèse à travers la question de la conception. Et en suivant le travail d'UFO d'un point de vue ethnographique, puisque ma directrice est anthropologue, je suis amenée à réfléchir sur ces cas de co-conception qui sont finalement très loin des us et coutumes qu'on peut voir dans la plupart des agences d'architecture et même dans les écoles d'architecture aujourd'hui, alors que la concertation devient obligatoire. Donc toute ma question, c'était initialement sur la conception et sur l'innovation numérique, et finalement, très fortement, ceci est encapsulé dans la question de la co-conception et de la co-construction des espaces urbains dans lesquels on vit. Voilà, très brièvement. Merci. Beaucoup de demandes de ce public ne se traduit pas par un gros projet d'urbanisme. Il se traduit par des actions hyper locales. On voudrait construire un petit abri pour mettre les enfants à l'abri du vent, de la pluie, du froid, l'hiver. Et il ne s'agit pas de dire on va faire un aménagement de la ligne numéro 6 du tram avec quelques centaines de millions à la clé. Et donc ils demandent de l'aménagement immédiat, ce qu'on appelle de plus en plus, vous savez, de l'urbanisme tactique. C'est-à-dire comment on le traduit tactique. Alors, du coup, ce n'est pas les acteurs de la mairie qui sont concernés, c'est les gens qui travaillent sur la proximité locale, avec les élus, les acteurs de quartier, c'est pas du tout un projet d'archi. Et donc, il faut arriver à ce que ce projet-là, qui pose plusieurs questions, plusieurs problèmes, et des réponses adaptées à chacun des problèmes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si on avait une boîte à outils avec que des tournevis. Ah non, il y a des questions qui se résolvent avec des tournevis, mais des questions qui se résolvent avec d'autres outils d'urbanisme tactique ou de collaboration. Donc ça, c'est important. Donc, mais du coup, moi qui travaille sur le numérique, je suis plutôt tout à fait légitime à m'impliquer là-dessus, sauf à dire que de cette posture de numérique, je m'intéresse à la collaboration en général, et au fond, je sors de mon métier habituel. Ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi souligner un truc par rapport au rôle des chercheurs. Très rapidement. Quand j'ai lancé le projet Open Data à Montpellier, il y avait quelqu'un qui faisait une thèse de géographie sur les données et sur les territoires. C'était Jérémy Valentin, il faisait une thèse sur la géographie 2.0. On a travaillé pendant longtemps ensemble pour qu'il suive le projet Open Data. Quand il a eu sa thèse, il est docteur, il ne savait pas quoi faire. Voilà. Donc il a été embauché par le CNRS, il a été mis à disposition du CNRS à la ville de Montpellier, dans le cadre d'une convention que j'avais signée avec le CNRS, et le chef de projet Open Data de Montpellier, qui a la casquette Open Data de Montpellier, en fait il a une feuille de paye CNRS, il est chercheur. Donc on voit bien que le chercheur, c'est pas quelqu'un qui observe, c'est aussi quelqu'un qui le fait pour de vrai, qui est sur le terrain, qui a le maillot et qui court avec moi. Donc on peut avoir aussi des modes d'implication des gens de la recherche très originales, de façon beaucoup plus opérationnelle et un peu moins analytique, même si du coup il fait des passerelles avec le CNRS, il fait des publications sur ce qu'il fait à la mairie, et il permet aussi à d'autres chercheurs du CNRS de venir travailler, puisqu'il a fait le pont en fait entre deux mondes. Ce que je voudrais dire dans les relations aussi avec le service de l'urbanisme, c'est que au début, quand il y a eu un peu l'excitation des premières images, ils ont dit on va nommer UFO je sais pas, une mission chargée de qualité auprès du concours d'architecture. Enfin, je sais pas, c'était le directeur de l'urbanisme qui avait dit ça. Puis après, on est passé sur autre chose. Nous-mêmes, on n'a pas suivi, on a un petit peu oublié. Et puis après, il a fallu raccrocher les morceaux, puisque tout le monde est parti dans son monde. Bon, toi, tu es resté sur le numérique.
les services de l'urbanisme ont préparé le concours et à un moment on a été un petit peu oublié, on s'est remis dedans. Mais je crois que c'est vraiment important, enfin ce que j'ai appris, donc, y compris avec Évreux, donc on est en train de réfléchir justement comment est-ce qu'on va pouvoir garder une sorte de lien, y compris pendant que les projets d'urbanisme se développent, pour justement faire un petit peu que ce moment avec les citoyens soit pas oublié. Et puis je descends donc à Montpellier la semaine prochaine pour regarder avec quels moyens, quelle ingénierie administrative et financière, mais je crois que c'est même pas le problème de la finance, c'est plutôt administrative, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à créer, co-concevoir, que ce soit en partie avec nous, en partie avec des architectes de Montpellier, des designers, où qu'ils soient, des éléments tactiques, hein, comme on dit, assez petits, mais nous on essaye de pousser aussi pour qu'il y ait un élément qui est sorti de cette relation avec les citoyens, qui est une sorte de lieu où les enfants vont pouvoir faire leurs devoirs, qu'on appellerait pendant un certain temps une maison du projet, et qui serait extrêmement importante, puisqu'aussi ce qu'on dit un certain nombre de personnes, et ça a été filmé, c'est que en fait, ils ont dit voilà, en fait vous avez fait un travail très très étonnant, parce que nous, citoyens, on a donné un petit peu nos idées dans le désordre, et puis vous avez réussi à les récupérer, à les mettre dans un logiciel. Et donc la personne qui parlait disait, même si je ne me reconnais pas exactement, même dans la traduction, mais c'est pas très grave, parce que je sais que il y a une partie, je sais qu'il y a aussi des choses qui viennent directement de vous, mais en tout cas il y a une grande partie qui vient de toutes ces idées qui ont été rassemblées là. Et donc cette personne disait, ça me ferait vraiment très plaisir, et pas qu'à moi, à beaucoup de gens du quartier, si quelque chose naissait de concret dans le territoire, quelle que soit la taille, parce que ça représentera en fait ce moment de collaboration riche et intense qu'on a eu, quelle que soit à la limite l'objet, mais il viendra de cette aventure. Et bon, voilà, hein, ça c'est vraiment une demande qui est très forte et qui est assez intéressante. En fait, on voit que dans la construction de la ville, il y a plusieurs initiatives de nature un peu différente qui émergent. Donc, ce qui est fait notamment avec Ville sans limite, où finalement on voit comment les architectes, voire anthropologistes, se saisissent des nouveaux outils qui permettent de co-construire la ville. Voilà, avec la limite, me semble-t-il, qui est celle que vous avez un peu décrite ou mentionnée, qui est que il y a un intérêt des services de l'urbanisme, mais à un moment donné, ça s'arrête parce qu'il y a une professionnalisation de tout ce matériau, et qui fait que quand on passe à l'étape consultation, certes, on va le mettre, et encore, c'est un grand pas. Je pense que beaucoup ne vont pas le faire, mais en tout cas, on le met à côté. Il faut rajouter que les mécanismes de concertation, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien en France. Pour faire le lien avec l'énergie, on a voulu copier le débat sur la transition énergétique, on a voulu copier le Danemark, qui l'avait fait, qui l'avait réussi. La manière dont ça a été traduit en France, c'est tous les travers français, quoi. Donc de la concertation, c'est-à-dire on en fait beaucoup. Et en haut, il y a tout un étage qui organise lui-même le travail, et on sait pertinemment qu'il ne tiendra pas compte de ce qui est fait dans ce travail de concertation. Enfin voilà, ça se passe souvent comme ça. Deuxième chose que l'on voit à côté aussi, c'est tout ce qui se passe autour de l'open data, en lien un peu avec les données, enfin ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Justement, moi, finalement, je tire l'expérience de l'open data, enfin des quelques expériences que j'ai, que ça ne marche pas, que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que c'est une perspective lointaine, inéluctable. Il y a des choses très intéressantes, mais il n'y a ni modèle économique, ni... enfin, je veux dire, c'est un long chemin pour la collectivité que de mettre ça en œuvre. Et je ne suis pas sûr que la méthode aujourd'hui utilisée soit la bonne. Et puis, autre sujet qui bouge aussi, c'est celui qui fait un peu le lien avec, finalement, ce que tu fais. C'est aussi tout ce qui se passe autour de la simulation dans la ville, avec des choses très professionnelles.
le sujet du BIM que connaît bien Jean-Hugues, qui est là, ou d'autres, hein, qui est la modélisation des buildings, mais on est en train de passer à la modélisation des quartiers, sujet dont s'emparent des gros industriels comme Dassault, ils vont très vite. Et là, on est dans une professionnalisation. Là, on est véritablement dans l'outil qui va être adopté par les métiers. Voilà. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, ce qui fait un peu le lien autour de tout ça, c'est le sujet de la donnée, hein, qu'on a évoqué précédemment. C'est-à-dire que moi, je pense que le vrai challenge, d'ailleurs, pour les villes, c'est plus que l'open data, c'est celui du big data. C'est-à-dire que l'open data est pour moi pas la bonne manière d'aborder le sujet. Enfin, c'est une bonne manière, c'est un bon objectif, mais il y a tellement de barrières, tellement de lenteur, que c'est trop compliqué. Donc je crois beaucoup plus au sujet du big, parce que le big data, quelque part, il y a la légitimité qu'a traduit tout à l'heure Jean-Luc dans le fait de dire la collectivité, elle n'a pas d'autre choix que finalement d'agréger les données. Et moi je crois qu'on va pouvoir faire plein de travail sur ces données. Certaines d'entre elles, on va les ouvrir. D'autres, on va faire du travail de simulation. Et finalement, je pense que l'objectif que poursuit Ville sans limite est le bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, les outils ne sont pas encore là, que les esprits ne sont pas prêts. Mais je pense qu'il faudra faire le lien avec les données et la simulation professionnelle. C'est bien de simuler et de montrer, mais il faut aussi montrer l'algorithme. Parce que si on ne montre pas l'algorithme, ça crée une crise de confiance. Exemple type, une collectivité de banlieue bordelaise qui avait fait un projet d'aménagement urbain centre-ville, qui avait attribué son projet à un grand opérateur de l'immobilier, avec un architecte évidemment qui pilotait tout ça. Confrontés à une situation de blocage, ils se sont mis à la concertation. Et mis à la concertation, avec une réunion publique, présentation du projet, maison du projet, enfin tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, la concertation a démontré, et il y a eu énormément de demandes dans la population, très spontanées, très naturelles, une demande d'augmentation du nombre de places de parking par rapport au projet initial. Évidemment, celui qui avait été retenu n'avait pas trop envie, parce que ça allait prendre des mètres carrés disponibles pour faire de l'habitat. Et donc, à un moment donné, on est confronté, dans la recette, à travers l'algorithme, qui va avoir raison à la fin et qui paye et qui gagne de l'argent avec tout ça. Et on est en permanence, les collectivités, en compromis, en rapport de force, avec des grands acteurs qui viennent faire des projets pour nous et qui nous proposent des scénarios sur lesquels, ben, évidemment, eux, ils ont des intérêts à le proposer parce qu'ils le proposent de telle façon que, évidemment, c'est positif pour eux. Mais il faut qu'on s'assure, nous, que c'est positif pour nous aussi. Et dès le début, dès la concertation initiale. Donc la notion de recherche et développement telle qu'elle est imaginée, là, en tout cas, moi, elle me paraît essentielle. Hein. Ça, pour nous, un outil 3D comme ça, ça me paraît fondamental pour l'avenir. Hein. Mais il faut qu'on maîtrise absolument tout. Et notamment la recette de composition de ce type d'exercice. On a mis le ratio habituel des économistes, etc. Donc c'est vraiment une formule extrêmement simple et qui mérite tout à fait d'être exposée. Je suis entièrement d'accord. Hein. On est tout à fait... On le publiera en open data. Non, mais c'est une très bonne idée, puisqu'on est vraiment dans cette histoire de création de la confiance. Donc, par exemple, quand on publie en open data, en fait, une sorte de tableau où vous avez l'heure, le lieu, pour savoir si la personne n'a pas fait son mix, puisque normalement, ils le font dans la rue. Hein, les médiateurs... En fait, c'est plutôt les habitants qui bougent dans leur ville comme d'habitude et qui tombent dans les médiateurs qui leur demandent s'ils veulent donner leur avis. Hein. Simplement pour dire qu'il n'y a pas de réunion fixe, à heure fixe, etc. Donc cette transparence, elle est importante puisque on a choisi un certain nombre de façons de traiter la donnée. Donc on donne les données de façon brute en proposant à des graphistes, d'ailleurs j'ai eu des demandes aujourd'hui, donc à des graphistes ou n'importe qui, de prendre les données et peut-être de trouver une façon de les représenter d'une façon différente. Hein. Donc c'est pour ça que ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord, j'avoue qu'on n'y avait pas pensé, mais on va le faire. Voilà.